Radiation, morts, blessures, maladies, populations déplacées et villes fantômes. Voilà ce qu'une catastrophe nucléaire peut provoquer. Et ce qui est vraiment cruel là-dedans, c'est qu'une simple erreur suffit à détruire la vie de milliers de personnes. Heureusement, des accidents aussi graves, c'est extrêmement rare. Ils sont d'ailleurs classés sur une échelle de 1 à 7 et seulement 2 d'entre eux ont atteint le niveau maximal. Ce sont les 2 histoires qu'on va vous raconter dans cette vidéo. Et je parie que vous en connaissez déjà les noms. Mais restez bien jusqu'à la fin, car on vous a préparé un lot d'anecdotes croustillantes tout au long de la vidéo. Ça serait dommage de manquer ça. Assez parlé, on commence avec le premier accident, Tchernobyl. On est le 25 avril 1986 dans la ville de Pripyat, en Ukraine. Tout se passe très bien, il fait beau et il fait bon vivre. Mais les habitants de la ville ne se doutent pas que du jour au lendemain, leur vie va totalement changer. À 3 km de Pripyat, il y a la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est une centrale hyper moderne pour l'époque, l'une des plus sûres de l'Union soviétique. Mais regarde le Titanic, il était bien considéré comme insubmersible, mais ça ne l'a pas empêché de couler. T'as raison, pendant la nuit, une maintenance de routine est prévue. Les gars de la centrale se disent, c'est l'occasion parfaite pour tester les réacteurs. Le problème, c'est qu'ils commettent plusieurs erreurs et créent une surtension dans le réacteur. Il est 1h23 du matin quand... La dalle de béton qui recouvre le réacteur et pèse 1200 tonnes se soulève et vole en éclats. Des particules et des gaz hautement radioactifs s'envolent à leur tour dans l'atmosphère. On a libéré le monstre de Tchernobyl. Dans l'urgence totale, les pompiers se rendent sur place pour éteindre le feu. Le gros problème, c'est qu'ils pensent être confrontés à un simple incendie. Ils ignorent totalement qu'ils sont dans un milieu hautement radioactif et ne portent donc aucune protection. C'est ça, les pompiers meurent tous irradiés. C'est les premières victimes de Tchernobyl. À 3 km de là, les habitants de Pripyat dorment paisiblement. Personne, pas même Mikhail Gorbatchev, le chef du pays, ne sait ce qu'il se passe à Tchernobyl. Au petit matin, Igor Kostin est le premier photographe sur les lieux. Il découvre un cratère énorme à l'emplacement du réacteur 4 et réalise l'ampleur de la catastrophe. De la fumée fortement radioactive s'échappe et monte à plus de 1000 mètres au-dessus de la centrale. Pour la petite anecdote, parmi les nombreuses photos d'Igor, une seule sera utilisable. Les autres, elles sont totalement blanches à cause des radiations. Et pour vous donner une idée, les retombées radioactives sont 2 fois plus importantes qu'Hiroshima et Nagasaki réunis. À Nagasaki, Hiroshima, vous avez le fameux champignon, et puis ce fameux champignon, il monte pas très haut finalement dans l'atmosphère. La radioactivité se dépose très localement. À Tchernobyl, le nuage, lui, il est monté beaucoup plus haut dans l'atmosphère, tellement haut qu'à un moment donné, elles ne retombent plus. Elles vont aller se disperser dans le monde entier grâce au trajet des vents. Vous l'avez compris, ces fumées radioactives menacent de se propager partout en Europe. Il faut agir vite, mais les autorités sont déboussolées. Elles ne savent pas quoi faire et décident de noyer le poisson. À Pripyat, la vie continue, les enfants vont à l'école comme si de rien n'était. Il faut quand même préciser que la situation est inédite. 24 heures après l'explosion, le niveau de radioactivité est 15 000 fois supérieur à la normale. À ce rythme, la dose mortelle est atteinte en quelques heures. Jamais l'homme n'avait été confronté à de tels niveaux de radiation. C'est pourquoi il est urgent de boucher le réacteur. Pour ça, les ingénieurs ont improvisé un plan. Le 27 avril, des hélicoptères larguent du sable, du plomb et du bore sur le site pour boucher le réacteur, éteindre les incendies et empêcher les éléments radioactifs de s'envoler. À cause des fortes radiations, les pilotes ont un temps très restreint pour le largage. Certains font des dizaines d'allers-retours par jour et des centaines d'entre eux sont morts irradiés. À ce moment-là, il n'y a toujours pas de déclaration officielle, le Kremlin reste complètement muet. 36 heures après l'accident, les habitants de Pripyat reçoivent enfin l'ordre de se préparer pour une évacuation temporaire. Внимание, внимание!
Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной évacuation. Vous l'avez compris, pour éviter la panique, les autorités mentent et minimisent la gravité de la situation. Aujourd'hui encore, les habitants de Pripyat ne sont jamais revenus. Et ils ne reviendront jamais, parce que d'après des estimations scientifiques, la zone est inhabitable pour au moins 20 000 ans. C'est vrai, mais sur le moment, beaucoup d'habitants ne pouvaient pas y croire. Ну как я нахожу, что, по-моему, скоро его отмоют. Скоро люди здесь будут жить. Ну еще что вам сказать? Город должен жить. Et c'est bien compréhensible. Beaucoup d'habitants avaient vu des bombes tomber pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il n'y avait que l'ennemi invisible. C'est pire qu'une guerre. Ici, l'ennemi, tu ne le vois pas. À la guerre, tu vois le canon, tu vois la mitraillette, le tank. Ici, tu ne vois rien. La radiation est partout. Ouais, la radiation est partout. Malgré les largages d'hélicos, des gaz radioactifs s'échappent toujours du réacteur. En fait, c'est que le début des emmerdes pour l'Union soviétique, parce qu'un énorme nuage radioactif s'est formé. Et le 28 avril, il atteint Stockholm. Des scientifiques suédois détectent un taux de radioactivité alarmant. Ils savent qu'un accident a eu lieu. Mais où ça ? Pour autant, les dirigeants soviétiques décident de garder le secret bien au chaud. Il faut attendre qu'un satellite américain découvre un trou anormal dans la centrale avant que les soviétiques dévoilent enfin l'accident, 72 heures après. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un malheur nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Un accident à la centrale atomique de Tchernobyl, fort douloureuse pour les soviétiques. Cette catastrophe a gravement préoccupé l'opinion internationale. C'est la première fois que nous avons à combattre une force si dangereuse qu'est le nucléaire, devenu incontrôlable. Enfin, le monde est au courant. Mais la guerre est loin d'être finie, car le largage par hélico a en fait créé un problème encore plus gros. Ouais, le réacteur était déjà rempli de matériaux radioactifs, mais quand ils ont ajouté du plomb et du sable, la température est encore montée. Résultat, un magma nucléaire s'est formé, si chaud qu'il s'enfonce dans le sol. Et en dessous, il y a l'eau du système de refroidissement. Si les deux matières se touchent, ça déclenchera une explosion comparable à une bombe nucléaire, qui contaminera évidemment toute l'Europe. La situation est tragique. Pour sauver des millions de vies, il faut en sacrifier d'autres. Et pour empêcher l'explosion, des pompiers sont envoyés pour vidanger l'eau. Ils réussissent, non pas sans galérer. Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Car le magma continue de descendre et en dessous, il y a une nappe phréatique. Et pas besoin d'avoir bac+10 pour comprendre que si le magma atteint la nappe, des fleuves et des mers seraient contaminés. Ce serait une énorme catastrophe. Encore une fois, il faut improviser et sacrifier des hommes. Pas moins de 10 000 mineurs sont appelés des confins du pays pour creuser un tunnel de plus de 100 mètres allant du réacteur 3 au réacteur 4. Une fois sous le réacteur, à bout de force, ils creusent une pièce et coulent une énorme dalle de béton qui bloque le magma. La catastrophe est évitée. Ouais, mais faut pas oublier qu'à cause de leur protection totalement dérisoire, beaucoup de mineurs sont morts des années après à cause des radiations. Et ceux qui ont survécu se rappellent bien des conditions infernales de travail. Le plus dur, c'était le manque d'oxygène et la grande chaleur. Il faisait chaud, 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 et il fallait travailler vite. Un rythme infernal. On arrive à l'ultime bataille pour gagner la guerre. Le but, c'est de construire un immense sarcophage étanche autour du réacteur 4 pour stopper net la diffusion d'éléments radioactifs. Pour mener à bien cette gigantesque opération, pas moins de 600 000 hommes sont mobilisés. C'est plus que toute l'armée de Napoléon. Ces personnes, on les a appelées des liquidateurs. Et vous comprendrez bien assez vite pourquoi. Ils ont été chargés de missions totalement délirantes. Leur rôle, c'est de faire le ménage. Certains d'entre eux sont chargés de déblayer le toit du réacteur 3 et la zone est tellement radioactive qu'ils ne peuvent pas y rester plus de 45 secondes. Ils se relaient donc par milliers pour accomplir leur mission.
Le deal, c'était un peu ça. Si vous allez accomplir votre mission, vous ne ferez pas votre service militaire ou on vous réduira la durée de votre service militaire. Sauf que ce qu'on leur disait pas, c'est qu'en les envoyant sur le toit du réacteur numéro 3, on les envoyait à la mort, à coup sûr. Pour vous donner un chiffre limpide, la moitié des liquidateurs sont devenus invalides. Revenons au sarcophage. Le défi est colossal car les hommes qui le construisent ne peuvent pas rester exposés plus d'une minute. Ils se débrouillent tant bien que mal et au bout de 7 mois, le premier sarcophage est enfin scellé au prix de nombreux sacrifices. La guerre est terminée. Et pour l'anecdote, ils ont carrément planté un drapeau soviétique en signe de victoire, comme ils l'avaient fait quand ils avaient battu les nazis à Berlin. Ouais, mais après toute guerre, il y a beaucoup de dégâts humains. Plus d'1 million d'hommes ont vu leur vie s'effondrer à cause d'erreurs débiles, à commencer par les habitants de Pripyat. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, et pour beaucoup, ils ont été frappés par le cancer. Et d'ailleurs, les personnes sont tellement irradiées que les maladies se transmettent parfois de génération en génération. Cancer de la peau, de la thyroïde, des malformations physiques, des dépressions. Toutes sortes de conséquences sur le corps qu'on peut imaginer à impacter les enfants, voire les petits-enfants des victimes de Tchernobyl. Mais tout ça, c'est impossible à chiffrer. Souvent, on nous pose la question, mais finalement, l'accident de Tchernobyl, ça a provoqué combien de morts? La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un cancer qui est dû à la radioactivité et un cancer qui n'est pas dû à la radioactivité. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas faire cette différence. Les victimes de Tchernobyl, c'est aussi tous les héros qui sont allés au front pour combattre l'ennemi invisible et qui ont été lamentablement snobés par l'histoire. L'Union soviétique leur avait promis toute forme d'aide, mais avec la dislocation du pays en 1991, très peu de liquidateurs en ont bénéficié. Ils ont été abandonnés. Vous savez, je n'avais pas le choix. À l'époque, j'avais déjà 46 ans. Tout ce que je possédais était resté à Pripyat. Je me retrouvais pratiquement nu comme un verre. Si on participait à la liquidation, on nous avait promis des aides sociales, un soutien financier, médical. On nous avait promis de nous traiter en héros. Beaucoup de liquidateurs ont voulu parler, mais ils ont été muselés. Petite anecdote bonus, notre photographe, Igor Kostin, il a été au plus près des liquidateurs pendant 2 mois. Et ce qu'il l'a vu l'a bien choqué, au point qu'il a voulu en écrire un livre. Il dénonçait les protections dérisoires des liquidateurs par rapport à la dangerosité de leur mission, mais aussi les récompenses qui n'ont même pas été données. Il a notamment écrit cette phrase vraiment stylée. La radioactivité les rongeait de l'intérieur. Ils souffraient tant qu'ils se cramponnaient aux barreaux métalliques. La chair de leurs mains y restait collée. Mais malheureusement, son livre a été censuré. Tu sais, les soviétiques, c'est pas les seuls qui ont caché la vérité. Quand le nuage radioactif est arrivé chez nous, devine ce qu'ont dit les dirigeants français. Non, mais il y a un mur à la frontière, le nuage y passe pas, hein, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là, les vents tournent dans le sens inverse d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter, c'est sans aucun danger pour la santé publique. Ah bah, ils nous ont pris pour des cons. Résultat, il y a des milliers de cancers de la thyroïde qui ont été détectés en France. En fait, Tchernobyl, c'est un énorme mensonge qui continue d'alourdir le bilan de l'accident encore aujourd'hui. En lisant ces documents, j'ai découvert que tout s'était passé autrement. J'ai compris à quel point le mensonge des chefs du parti était énorme. L'arrêt numéro 12 dit que le 12 mai 1986, 10 198 personnes étaient hospitalisées. 345 avaient la maladie des rayons. Et en même temps, on nous disait que tout allait bien, qu'il n'y avait rien de grave, que les enfants n'étaient pas malades. Ah, et pour vos dîners mondains, le nom du journal du Parti communiste, c'était la Pravda. Ça veut littéralement dire la vérité. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a un seul point positif avec Tchernobyl, c'est qu'on a réalisé les dangers de l'énergie nucléaire. Les soviétiques comme les américains ont compris davantage encore les volcans atomiques sur lesquels nos pays étaient assis. Tchernobyl, c'est le point de départ du désarmement et l'événement qui précipite la chute de l'URSS. Aujourd'hui, le sarcophage a été remplacé et devrait tenir 100 ans. Dans la ville de Pripyat, la vie s'est évaporée. Cette grande roue mythique est la dernière trace de joie dans la ville. Ironie tragique, ce parc n'a jamais eu la chance d'entendre les rires pour lesquels il avait été construit. Son inauguration devait avoir lieu 3 jours après l'évacuation pour la fête du travail.
11 mars 2011, 14h46. C'est 7 minutes précises qui marquent un bouleversement dans l'histoire du Japon. L'archipel est touché par un séisme sous-marin de magnitude 9,1, le plus fort de son histoire. This was somebody taking you by two hands and just shaking you constantly for a good 3-4 minutes and just wasn't stopping. I was amazed how long this thing was going. It just did not want to stop. When the earthquake hit at its strongest point, it was so significant that I couldn't stand up in my room. That's how much the building was moving at the height of the main quake that hit. Les secousses sont même ressenties jusqu'à Pékin. C'est seulement la 4e fois que l'humanité atteint ce niveau sur l'échelle de Richter. Le Japon est au croisement de 3 plaques sismiques. Les séismes y sont fréquents, mais rarement au-delà de 7 sur l'échelle de Richter. Là-bas, les bâtiments sont conçus pour résister aux tremblements. Mais alors, pourquoi ce séisme était-il si dévastateur? Alors, si le fait que le séisme soit en mer réduit les dégâts directs, ça pose un autre problème. En fait, ça crée un giga tsunami qui touche 600 km de côte au nord-est du pays. Et pour vous donner une idée, la vague du mur d'eau a parfois atteint les 30 mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Autant vous dire qu'un aussi gros tsunami, c'est inarrêtable. Pour les Japonais, c'est un véritable coup de massue. Tout juste 1 heure avant, le séisme avait causé de gros dégâts et plongé le pays dans un état de choc. Alors que les habitants sont à peine remis de leurs émotions, une alerte au tsunami est donnée. Oh my God, the building's gonna fall. Tsunami. Yeah, we're leaving. Where do we go? Go to the hill. Where do we go? Le scénario, en tout cas, est digne d'une vraie tragédie. 20 000 personnes sont évacuées et 16 000 périssent, pour la plupart noyées. Les habitants ont le moral dans les chaussettes, mais ils ne se doutent pas que c'est le début d'un interminable calvaire qui va durer des mois. Après le séisme et le tsunami, une 3e catastrophe frappe le Japon, l'accident nucléaire de Fukushima. Fukushima. 15h36, heure de Tokyo. Ce qui était tant redouté se produit finalement. Alors que le tsunami a par endroits englouti 10 km de terre, dans la préfecture de Fukushima, il n'est entré que de 100 mètres. C'est pourtant suffisant pour provoquer la 2e plus grosse catastrophe nucléaire de l'humanité. Ok, on est à la centrale nucléaire de Fukushima. C'est une centrale assez vieillissante. D'ailleurs, sur les 6 réacteurs, il n'y en a que la moitié qui marche. Je vous explique ce qui s'est passé. Dès que le séisme a été ressenti, les réacteurs 1, 2 et 3 se sont automatiquement arrêtés. Tout est normal, mais les réacteurs sont encore très chauds. Il faut absolument les refroidir. Le problème, c'est que la vague du tsunami a pénétré dans la centrale et a grillé tous les générateurs d'électricité, rendant impossible le refroidissement. Et là, du coup, il fait tellement chaud que le cœur du réacteur fond. Ça fait une réaction chimique et le même magma radioactif qu'à Tchernobyl. Et puis enfin, ça fait boum. Le 12 mars, le réacteur 1 explose et libère des éléments radioactifs dans l'air. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là, parce que le réacteur 3 explose à son tour le 14 mars, suivi du réacteur 2 le 15 mars, avec une explosion encore plus grave. Face à ces événements, près de 100 000 résidents sont contraints d'évacuer en urgence, laissant derrière eux leurs biens, leurs repères et une partie de leur vie. Le pire, c'est qu'ils ne savent même pas si un jour ils pourront les retrouver. Aujourd'hui, dans les zones inhabitées de Fukushima, des calendriers sont encore figés au 11 ou 12 mars, marquant le moment où tout s'est brutalement arrêté. Sympa l'anecdote, j'en ai une moi aussi. À Fukushima, on peut aussi voir d'énormes cimetières de voitures. En fait, pendant l'évacuation, il y a une grosse pénurie d'essence et certaines routes sont encombrées. Donc, dans la panique, beaucoup d'habitants lâchent leurs véhicules. Après l'évacuation, les véhicules ont été rassemblés par les autorités et c'est comme ça que sont nés ces fameux cimetières de voitures.
Ouais, c'est stylé, j'avoue. Tout à l'heure, on vous a parlé vite fait de ces 3 explosions, mais on vous a pas parlé des héros de Fukushima. En fait, l'accident nucléaire aurait pu être bien plus grave sans ceux qu'on a appelés les Fukushima 50. C'est un groupe d'employés de la centrale, ingénieurs, techniciens et opérateurs, qui sont restés dans la centrale jour et nuit pendant 4 jours pour limiter la casse, malgré des doses extrêmement dangereuses de radioactivité. Et vu qu'il n'y avait plus d'électricité, ils ont dû improviser. Des employés ont eu une idée de génie, c'était d'aller démonter des batteries de voitures pour alimenter les systèmes de contrôle. Ouais, c'est vrai. Et leur plus grosse mission, c'était de refroidir les réacteurs. Pour ça, ils ont utilisé les lances à incendie des camions de pompiers. Mais vous le savez, ça n'a pas suffi. Et 4 travailleurs ont été blessés par l'explosion du réacteur 1. Ça fait 36 heures qu'ils n'ont pas dormi. Ils se nourrissent à base de barres de riz et de nouilles instantanées stockées dans la centrale. Mais ils tiennent bon. Ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de nouvelle explosion. Malgré leurs efforts, le réacteur 3 explose et 12 membres du groupe sont blessés sur le coup. Masao Yoshida, le directeur de la centrale Fukushima Daiichi, raconte. Je crois que c'est le moment où j'ai touché le fond. Je nous voyais tous morts. Un autre membre du groupe confesse. N'oublierai jamais cet après-midi-là. J'avais mal à l'estomac comme si un bloc de plomb y était resté. Malheureusement, ils ne peuvent rien pour empêcher la 3e explosion. Il faut se dire qu'à défaut d'avoir de l'électricité, toutes les opérations se faisaient manuellement, et la plupart du temps dans des zones extrêmement radioactives. Les employés ont été exposés à des doses allant jusqu'à 2000 fois au-dessus de la normale. Même si c'est bien inférieur qu'à Tchernobyl, beaucoup d'hommes des Fukushima 50 ont eu des graves problèmes de santé après l'accident. Contrairement à Tchernobyl, le gouvernement japonais prend la décision de décontaminer la zone pour permettre le retour des habitants. C'est un travail de fourmi extrêmement long et coûteux qui consiste à asperger avec des produits les parois de chaque bâtiment et à racler les sols. Tous les éléments radioactifs sont réunis dans ces sacs noirs. Malgré ça, il reste un problème. L'eau. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a énormément d'eau qui a été utilisée pour refroidir les réacteurs. Le truc, c'est que cette eau a absorbé plein de particules radioactives. Donc, elle est contaminée et on la stocke dans des gros réservoirs bleus. La question, aujourd'hui, c'est la même qu'avec les déchets nucléaires. On en fait quoi ? Plusieurs solutions ont été proposées, mais aucune n'est idéale. Celle qui a été retenue, c'est le déversement progressif de l'eau dans l'océan. C'est controversé, mais c'est en réalité pas très dangereux. Et pour l'anecdote, les essais nucléaires des Français, Américains et Britanniques, dans les années 60, ont contaminé l'eau à des niveaux 50 fois plus élevés qu'à Fukushima. T'as raison. Et puis, si vous suivez l'actu, vous savez que l'eau radioactive de Fukushima a déjà commencé à être diluée dans l'océan. Depuis l'accident, pas mal d'habitants ont pu revenir vivre dans la préfecture de Fukushima, même si certaines zones demeurent encore inhabitables. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, on espère que vous avez kiffé. De notre côté, on a beaucoup donné pour cette vidéo, donc un petit geste en retour, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis, dans tous les cas, rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo. C'est ciao!